C'est laquelle que je prends? C'est celle-là. Hop là. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Semi-vidéo, semi-vlog, semi-tête à casque, semi-backstory. Là, je vous ai fait un mélange de tout. Je vous emmène dans une caverne d'Ali Baba. Allez, suivez-moi. Comme je vous l'avais dit il y a à peu près 3 minutes dans la rue, j'allais vous emmener dans la caverne d'Ali Baba. Et la caverne d'Ali Baba, on y est. Comme vous pouvez le voir derrière, c'est juste un bonheur sans nom. Merci à Jacques de m'accueillir aujourd'hui chez Génération Scrambler. Je vais vous présenter un petit peu. Jacques, je te laisse te présenter. Oui, bah écoute Jacques, là j'ai créé cette activité de Génération Scrambler il y a maintenant bientôt 7 ans. Donc c'est une activité, on a démarré de zéro sur la suite d'un coup de cœur. Le coup de cœur c'était à l'époque pour un Scrambler 350 Honda que j'ai découvert, c'était dans le milieu des années 2000 en fait. Ouais. Et j'ai trouvé qu'effectivement c'est des motos qui correspondaient très bien à l'état d'esprit des motards aujourd'hui qui ne cherchaient plus vraiment des motos, on va dire performantes, mais un bel objet, simple, avec du charme. Et j'ai été étonné qu'effectivement ces motos n'aient jamais été importées en France. Donc j'ai commencé à gratter, chercher, me renseigner. Et effectivement, c'est des motos qui étaient réservées essentiellement au marché américain. Ouais. J'ai commencé à prospecter et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, il y avait à l'époque, dans les années 70, Honda et les autres fabricants japonais notamment, sans parler des Anglais et autres marques européennes, avaient sorti des modèles Scrambler qui étaient tout simplement pour répondre en fait à un besoin de la moto ludique que recherchaient les Américains, c'est-à-dire non pas une moto simplement de route, mais ils aimaient beaucoup partir dans les chemins, le désert, etc. Que ce soit des motos polyvalentes pour l'évasion. Absolument. D'accord. Et donc dans l'idée, c'était, on n'avait pas encore inventé le trail, comme on le connaît après, c'est de dire, bon, on va off-roadiser les motos routières qu'il y avait. Et c'est l'esprit Scrambler, c'est-à-dire de prendre une routière et de l'adapter au tout-terrain. Donc la base reste une routière, mais avec un guidon plus haut, très souvent une roue avant un peu plus grande pour gagner en maniabilité, un réservoir un peu plus fin parce qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'autonomie mais plutôt de recherche de légèreté. D'accord. Et surtout ce qui fait la signature des Scramblers, c'est les high pipes, comme on les appelait aux États-Unis, c'est-à-dire les pots relevés, c'est-à-dire les pots qui remontent pour éviter les projections de terre, de cailloux, etc. Comme on peut voir sur certaines nouvelles générations qui sortent à l'appellation Scrambler. Absolument. Avec les pots. Voilà, c'est les pots relevés en fait. D'accord. Et qui donnent vraiment la signature visuelle de la moto. Et ce qui m'a séduit sur les Scramblers à ce niveau-là, c'est que le pot prenait part entièrement à l'esthétique et le fait qu'il soit relevé, ça rehaussait la beauté de la machine. Ça rajoutait et un cachet et en plus... Tout à fait. C'est ok, d'accord. Donc tu t'es dit, t'étais pas le seul à aimer ça. Voilà, je me suis dit ça peut être bien. Et puis à l'époque, j'étais en remise en question un petit peu, envie de changer. Moi, j'étais commercial dans le domaine de la biologie. Je suis biologiste de formation à la base. Et je me suis dit, c'est une autre forme de biologie quelque part. Voilà. Là, on passe du biologique à la biomécanique. On passe du sang à l'essence ou à l'huile plutôt. Et puis c'est une autre mécanique, bien moins perfectionnée, on va dire, que l'être humain, bien entendu, mais qui n'est pas simple non plus. Non, et puis qui reste quand même vachement... Ok. En tant que professionnel avec Génération Scrambler que tu as créé, comment tu vois l'évolution de l'ancienne? Alors, l'évolution de l'ancienne, elle va se faire avec l'évolution des motards. Parce qu'on sent quelque chose, le cœur de notre clientèle, c'est quand même un cœur de nostalgique. C'est-à-dire des motos qu'ils ont eues, des motards ont eu dans leur enfance et qu'ils veulent avoir, ou très souvent c'est des motos dont ils ont rêvé, ils n'ont jamais pu avoir, et ils ont envie de se faire plaisir et enfin avoir cette moto. Ça c'est le premier groupe de clients, pour schématiser. Ensuite on a des clients qui eux sont simplement passionnés par ces motos-là. Pourquoi ?
parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les motos modernes, un peu trop aseptisés, un look. Maintenant, un moteur, c'est un groupe propulseur, j'ai tendance à dire, c'est-à-dire que bon, il ne fait pas partie de l'esthétique de la moto, au contraire, on cherche à l'occulter, il n'y a plus d'ailettes, etc. Et ça perd de son charme, et beaucoup regrettent un peu ça. Et il y a aussi la tendance, on en revient à ce que je te disais au début, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a plus la recherche de puissance, de performance, d'optimisation, on cherche à avoir un bel objet sur lequel on se fait plaisir, et avec lequel on peut se balader. On est plus sur le culte du bel objet. Voilà, tout à fait. Et le plaisir de rouler sur une belle machine. Et sur une moto de cette génération-là, tu peux rouler à 100 km/h sans t'emmerder. Parce qu'effectivement, t'en prends plein la poire, t'as les petites vibrations qui vont bien, etc. C'est pas gênant, ça fait partie de la sensation. Et on peut se faire plaisir, se faire une balade, sans pour autant essayer de toujours avoir un œil sur le bord de la route en regardant est-ce qu'il y a un radar ou pas. Voilà, Et puis un bel objet aussi qu'on peut améliorer, je veux dire oui, l'entretenir plus facilement, petit à petit récupérer un chrome, etc. Ça c'est un plaisir aussi des clients qui ne cherchent pas non plus à devenir des mécaniciens émérites, mais qui aiment bien entretenir, et là c'est possible parce qu'on voit le résultat directement. Le réservoir, tout ça, c'est assez un assemblage assez rustique, j'allais dire, dans le terme positif de la chose, en disant il n'y a pas une complexité, démonter un réservoir, démonter des caches latéraux. C'est beaucoup plus accessible à bricoler soi-même qu'une moto actuelle bardée de plastique avec des clips pas possibles. Complètement, c'est beaucoup plus simple. Et il y a le culte, comme tu disais, d'avoir un bel objet, tout simplement. Et on voit la qualité des chromes, la qualité des matériaux à l'époque, on ne plaisantait pas. On voit des motos qui ont 45 ans, qui ont des chromes d'origine, et ben il y a juste quelques traces du temps, et c'est tout qu'on peut entretenir, et ils sont très bien tenus. Ça sera une question, on y reviendra là-dessus après, tu verras. Ça va rejoindre un peu ce qu'on vient de dire, collectionneur passionné ou effet de mode pour toi? Je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Moi, plutôt collectionneur et passionné. Alors, je rebondis sur ce que je te disais. L'évolution va se faire aussi, c'est que on voit arriver maintenant des motards qui ont eu leur première moto, qui ont rêvé des motos des années 80. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, il y a comment dire, une pérennité à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense qu'on va garder un intérêt pour les années 70, mais il va y avoir une émergence d'intérêt pour les motos des années 80. Celui qui a vu arriver la première 900 bol d'or, qui a vu arriver la 750 Turbo GPZ, comme on peut en avoir une, que tu pourras voir tout à l'heure. Là, c'est des motos, on a une nouvelle génération qui arrive et qui commence à s'intéresser à ces motos-là. Donc ça, c'est ce que nous, on va essayer de suivre ce mouvement-là. Il faut être très souple dans ce type d'activité. Comme au départ de notre activité, on a fait surtout de l'importation, révision et vente. On s'est rendu compte que c'était difficile d'avoir juste cette activité-là. Et par contre, en parallèle, on avait une demande de plus en plus pour l'entretien de ces motos, de ces générations-là, puisqu'effectivement, les concessions ne veulent plus les prendre. Il faut connaître, il faut avoir des réseaux pour les pièces, les infos techniques, etc. Donc petit à petit, dans l'évolution de Génération Scrambler, on a évolué sur une activité qui est maintenant presque essentiellement... C'est ce dont on parlait l'autre jour quand on s'est rencontrés. Absolument. Où ce n'était pas... Tu as été obligé de te créer un portefeuille de connaissances et de relations. Complètement. Pour pouvoir pérenniser l'activité. Et à partir de là, de rebondir. Et on voit après, c'est la mise en place d'un site internet. On a mis en place aussi qui est très joli d'ailleurs. Des petits carnets d'entretien. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est bien foutu. Il fait de temps en temps des occasions et il a 2-3 jolies machines. Donc pour ceux qui ont envie de sauter le pas, passez un coup de fil à Jacques. Rouler à Paris, avec une ancienne, avec leur cri, galère ou pas? Non, oui et non, ça dépend. Alors il y a deux aspects à considérer. Il y a l'aspect légal, on va dire, puisque maintenant il y a une restriction de circulation pour les véhicules anciens, on va dire. Mais on bénéficie de la possibilité pour les motos anciennes en carte grise collection, donc des motos de plus de 30 ans sur lesquelles qui ont été... alors il ne suffit pas que la moto ait plus de 30 ans, il faut aussi que sur la carte grise soit apposée la mention véhicule de collection. Et donc il est possible de rouler avec ces motos-là à Paris à tout moment. C'est une exception à la réglementation. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, rouler à Paris, ça peut être galère aussi. Il ne faut pas oublier que ce sont des vieilles machines. Donc, il ne faut pas se dire on va rouler comme une moto moderne. Ça demande un minimum de connaissances. Ça demande aussi
de la patience, parce qu'elles peuvent être capricieuses également. Et il y a une chose à savoir, c'est que des motos de ces générations-là, même si elles sont très bien entretenues, très bien révisées, si elles ne tournent pas régulièrement, il y a toujours un petit truc qui ira pas. Qui cloche. C'est le charme. Ouais. Puis les vieilles, elles sont capricieuses. Voilà, donc il faut savoir le faire. Et puis ça permet aussi d'apprendre ta moto, savoir pourquoi tu es tombé en panne, t'apprends, comprendre effectivement le pourquoi du comment, etc. Alors, à contrario, quand une moto de cette génération-là est utilisée régulièrement et dans les bonnes conditions, en général, on voit le client pour une révision ou passe boire un café, ce qui nous fait aussi plaisir. Donc, je veux dire par là, c'est que aller dans l'ancienne, c'est très beau, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que ça peut être contraignant parce qu'elles peuvent être capricieuses, et aussi, il faut faire en sorte qu'elles roulent régulièrement. C'est là où on aura le moins de problèmes avec la moto. Et là, on a des clients qui les utilisent au quotidien. Et on a quand même une belle preuve de fiabilité de ces machines. Ah oui, oui, et puis d'avoir de la pièce encore. Donc ça, c'est une chance. Il y a des pièces qui sont plus difficiles à trouver, mais globalement, les pièces d'usure, on arrive à se débrouiller. Et sinon, bon, c'est des motos qui ont été vendues quand même en quantité. On arrive à trouver des pièces de case. Après, on peut faire appel à des spécialistes en mécanique générale pour remettre en état des pièces abîmées ou usées. Donc, il y a des solutions. Ça rappelle l'appellation du vrai mécanicien. Absolument. Construire une pièce. Oui, absolument. Ça, on peut avoir des rectifications. Et d'ailleurs, nous, on est qu'une partie de la chaîne, je veux dire. On a des prestataires qui sont la mécanique générale, chromeur, polisseur, peintre. Chacun son métier, c'est lié. Donc on peut venir avec une bécane qui a passé 35 ans dans une grange et tu la refais de A à Z. Ah bah oui, comme la CB500 que tu as vue l'autre jour, qui était là-bas, la Or. Elle était restée 30 ans dans une grange, effectivement, et on l'a refait, on l'a repris du cadre, au moteur, bas moteur. Il n'y a pas une pièce de la moto qui n'a pas été démontée, reconditionnée, remplacée, etc. De l'orfèvrerie. C'est dans du gros boulot. La joaillerie moto, c'est là que ça se passe. Moi, je vous le dis. Tu fais que les japonaises ? Que les japonaises. Que les japonaises. Il y a une bonne raison à ça, c'est que il faut connaître les motos, il faut avoir des infos techniques, l'outillage adapté et un réseau pour les pièces, etc. Donc, il ne faut pas trop se disperser. Parce qu'à trop se disperser, on ne fait rien de bien. C'est déjà assez compliqué parce qu'elles ont leur histoire. Il y a déjà fort à faire. Inconnus, et on en découvre tous les jours et elles nous font des surprises tous les jours. Donc on ne veut pas non plus en rajouter. Et puis on préfère bien faire ce qu'on maîtrise plutôt que de trop diversifier et voir trop large, quoi, en fait. C'est notre choix. On évoluera plus sur les années qu'on prendra en charge. On en revient à ce que je te disais. C'est ça. Début des années 80, on commence à s'ouvrir au début des années 80, mais toujours en connaissance de cause et en maîtrisant les machines. Sinon, pas d'intérêt. Absolument. Par rapport à ce dont on a parlé l'autre jour, je sais que la base de Génération Scrambler, tu faisais de l'importation. Oui. Tu importes toujours ? Non, on a arrêté cette activité. D'accord. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est que c'est extrêmement chronophage, tu viens faire les choses, il y a beaucoup d'inconnus, parce que tu achètes une moto et quand tu la reçois, si tu veux bien faire les choses, ça peut être, je veux dire, beaucoup de temps passé, des pièces, etc. Et effectivement, on arrive à des prix, si on inclut l'importation et autres, si on veut rester à des prix raisonnables, ça devient très très compliqué. Donc, c'est pas une solution pérenne ou difficile pour une activité uniquement reposant sur l'importation. Puis, toujours, c'est vrai, le hasard d'un client peut-être un petit peu capricieux qui va dire ah oui mais je voulais comme ça mais c'est pas ça. Oui, et puis des fois des motos qui peuvent apparaître très belles, mais belles d'extérieur. Et les internes sont... Voilà, et donc là des fois on part sur des trucs, souvent on a des motos, on les a vendues mais à perte. Mais parce qu'il fallait qu'elles soient nickel, et c'est délicat. Donc on peut être amené à le faire encore ponctuellement pour des machines spécifiques, on peut le faire avec le client. Mais là je dois dire que le modèle qu'on a mis en place actuellement nous convient, parce que la mécanique c'est plaisant à faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, il y a une demande réelle, et puis petit à petit on voit passer aussi des machines assez d'exception, je veux dire. Et c'est rien de le dire, rien que devant sa vitrine, ça frissonne à chaque fois. Ça fait 3 fois que je viens voir Jacques, et à chaque fois que j'arrive devant la vitrine, j'ai un gamin devant un sapin de Noël. Uniquement préparateur, restaurateur, ou un jour peut-être préparateur, et faire un projet Génération Scrambler, une moto vitrine. Ah, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait parce que pour la petite histoire, j'en reviens à ce que je te disais sur les Scramblers. Les Scramblers, c'était quoi? Tu prends un 350 CB qu'on connaît tous, on l'a eu en France. La Scrambler, c'est quoi? C'est la CB avec le guidon haut, le pot haut, etc. Et puis à un moment, on s'est dit, Honda a fait ça pour la 350, il a fait ça pour la 450. D'accord. Et nous, on s'est dit, mais ce serait marrant s'il y avait eu une Scrambler 750. Et là, donc, on a lancé l'idée, on a fait faire des high pipes, des pots hauts
pour la 750. Sur une base de 4 pattes. Sur une base de 4 pattes. On a gardé la structure de la moto, elle est restée intouchée, elle n'a pas été modifiée. On a mis des pneus à compo. On a fait à façon une ligne haute. On a mis un guidon haut de 450 scrambleurs. Ça a dû pas être évident de passer de 4 pattes pour qu'il soit en haut. Ça a été toute une réflexion. On a Ça, fait ça, mais le résultat était merveilleux, quoi. On a fait réaliser 2 lignes d'échappement, donc une qui est partie, on a vendu la moto à un client, et l'autre qu'on a toujours, donc un jour on la refera peut-être. Génial. Mais si on le fait, c'est dans cet esprit-là, pas préparateur transformateur. D'accord. Des petites retouches comme ça, ou alors on se fera un petit délire, C'est un ça. de ces 4, de se dire, par exemple, parce que le 350 bicylindre de chez Honda, c'est juste un petit moteur merveilleux, Ouais. c'est léger, c'est vif, il a de la ressource, c'est-à-dire pourquoi pas faire un 350 Scrambler Ange, d'origine entièrement, Ouais. sympa, et des monts avec une petite prépa moteur, parce qu'il y a des kits de prépa. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas, avec un poids un petit peu plus libre, un truc, mais restant dans le raisonnable, et une petite touche pour lui donner un petit côté un peu plus vilain. Un peu voyou. On voit un petit peu voyou, absolument. Donc si on a évolué dans la préparation, ce serait ça, mais ce serait très ponctuel, occasionnel, juste pour se faire plaisir. Sinon, nous, on va de l'entretien jusqu'à la restauration, en passant par la réparation, toutes les étapes intermédiaires. Génial. Et ben, je vais pouvoir enchaîner sur celle-là. À peu Ouais. près quelqu'un qui veut franchir le pas. Ouais. Un jeune ou un moins jeune qui a envie un jour de se Ouais. dire bon allez, je pète un câble, j'y vais, Mhm. je claque le PEL, Ouais. je vends, Ouais. j'y vais. Mhm. Il y a le budget pour une ancienne. Alors on peut partir sur 2 budgets. Soit sur Ouais. une base moche qu'on restaure et une toi que tu vas vendre qui est toute belle, prête à rouler. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Déjà, c'est le type de moto. Parce qu'on parlait du 350 Honda bicylindre, c'est des motos qui restent accessibles et qui sont fiables pour lesquelles il y a la pièce. Maintenant, si on commence à taper dans les 750, on est dans un univers un petit peu différent. Ça, c'est la première chose, c'est la gamme de motos. Oui, Bicylindre, 4 cylindres. Mhm. Il faut savoir qu'une 500 4 cylindres et une 750 4 cylindres, c'est le même travail à restaurer et à refaire. Donc Même on est à si peu au près final, sur le même prix. Oui, sauf qu'effectivement, une 500 n'aura jamais la valeur d'une 750 Bien parce sûr. qu'il y a moins de demandes. Mais bon, il faut savoir aussi ces éléments qu'il est important d'avoir connaissance. Après, c'est l'état de la moto. Ouais. Il faut faire très attention à l'achat, que la moto soit en bon état. Vaut mieux mettre un peu plus cher et Ouais. avoir une moto qui soit complète plutôt que de se dire ouais, ça c'est pas grave, moi Je je vais vais retrouver. après. On a des clients qui disent ouais, c'est juste un réglage de carbu. Non, en fait derrière il y avait beaucoup plus qu'un réglage de carbu et il faut faire attention. C'est pour ça que nous, quand on a des clients qui viennent nous voir qui recherchent une moto, on les sensibilise au fait qu'il y a des choses à regarder Ouais. et faire attention. Le joint de culasse, les cuves de carbu, est-ce qu'elles fuient ou pas? Un truc tout bête, l'intérieur du réservoir, est-ce que les roulements de direction n'ont pas du jeu, les bacs de bras aussi n'ont pas de jeu, Bien sûr. est-ce que les pneus, même s'ils ont de la gomme, est-ce que c'est pas des pneus qui ont 15 ans, auquel Je crois que tu en as fait l'expérience sur le 4 pattes qui est derrière, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, pneus en savon. voilà. Donc ça, faut le savoir. C'est pas simplement parce qu'il y a de la gomme que le pneu est bon, mais il faut l'âge de la gomme. Donc l'âge de la gomme, il était très important puisque ça vient du bois. Bien Et sûr. là, pour le grip, c'est mauvais. Donc ça, déjà une première chose. Faire attention et idéalement, investir à ce moment-là dans une moto entièrement d'origine. Éviter dans la mesure du possible des modifications trop importantes. Il est toujours très difficile de retomber sur ses pattes et des fois, c'est fait en dépit du bon sens et ça devient très très compliqué. Surtout qu'on voit certaines catastrophes sur certains sites bien connus qui se trouvent dans un coin, vous voyez, quand c'est le bon. On trouve des 4 pattes qui ont été massacrés. Ouais, c'est un peu des dommage. cadres coupés, Ouais. ils ont été chopperisés, enfin... Ça fait mal au cœur de voir ça, quoi. Oui, et c'est surtout des transformations qui peuvent être irréversibles. C'est ça. Là, on a Un une cadre mode. coupé, c'est fini. On a une mode, effectivement, couper les cadres, etc. Mais quand la mode sera passée, je veux dire, ces motos ne vaudront plus rien, malheureusement. Et des fois, c'est bien fait. On va dire, il faut reconnaître qu'il y a des Il y transformateurs. a qui des beaux font bien les préparateurs choses. en café racer qui font Voilà, des trucs ah non, magnifiques. qui sont vraiment des artistes, il faut dire ce qui est. Mais à côté de ça, il y a toute une nébuleuse je dirais peut-être presque d'opportunistes qui se disent ah tiens, il y a. Ouais, c'est ça. Et puis qui croient que c'est simple, mais il n'y a pas simplement couper et mettre une Non, selle. non. Il faut le faire en réfléchissant et pas n'importe comment. Non, non. Et nous, on voit arriver des fois des motos qui sont même dangereuses. On ne prend plus les motos transformées, pour te dire la vérité, parce que c'est énormément, c'est extrêmement chronophage, là aussi, Ouais. et pour un résultat qui n'est pas satisfaisant, parce qu'il faut souvent tout Puis reprendre. vous remettre les mains dans quelque chose qui vous semble dangereux, c'est peut-être pas Non. professionnel. Non, absolument. C'est- On peut difficilement récupérer certaines motos, ou alors à des prix qui sont complètement déraisonnables. Donc, non, ça, nous, on fait faire très attention à ça. Donc, à l'achat, surtout qu'elle soit la plus proche possible de l'origine, Ouais. qu'elle soit complète et qu'elle tourne correctement. Si elle est bancale ou autre, de se dire, ouais, c'est un petit réglage et tout, c'est rarement le cas. Sinon, on peut se poser la question pourquoi la personne qui le vend ne l'a pas fait. Donc, C'est sûr. faut se poser ce genre de questions.
Alors budget, après si autre chose, c'est une moto peut-être effectivement dans son jus et rouler très bien, être très bien entretenue, elle a du charme, ça c'est point de vue personnel, Bien je sûr. trouve que c'est bien, il y a la signature du temps. Après on a des motos qui ont été restaurées ou demi-restaurées, etc. Donc bien sûr les budgets peuvent être différents à ce niveau-là. Maintenant, raisonnablement, si on prend le grand écart, c'est un investissement entre 4 000 et 12 000 euros, on va dire. Après, on peut déborder au-dessus. Si tu prends par exemple un 754 0, etc., ça peut monter à 18, 20 000, même plus, si tu prends des exceptions. Mais en dessous de 4 000, c'est difficile de trouver une moto qui soit, fiable pour rouler et saine. Voilà, je crois que c'est le terme, saine. Il y aura toujours des petits trucs à régler, etc., mais que tu puisses rouler en sérénité, sans te sentir en danger. Et prendre le temps de la remettre toute belle. Et ça peut se faire progressivement. Bien sûr. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on propose maintenant quand un client nous ramène une moto, dit je l'ai acheté, etc. Nous on a une formule maintenant qu'on a baptisée formule diagnostic, c'est un bilan de santé de la moto. On fait un check, prise de compression moteur, et contrôle des éléments de sécurité, les roulements, les pneus, le freinage, etc. On établit un compte rendu avec le résultat et des estimations de prix et des priorités pour la remettre en état. Ce qui permet au propriétaire de voir, d'avoir une vision de l'état et de se dire il faut que je prévoie tel budget, mais la priorité ça va peut-être faire en sorte qu'elle freine la moto, tu vois, par exemple, parce que le micro-cylindre, l'étrier de frein il est grippé, par exemple, tu vois. On reprendra le réservoir plus tard. Voilà, le réservoir, ça attendra. Et ça permet en fait petit à petit de s'approprier la moto, mais de manière cohérente, c'est-à-dire tu vas pas commencer à repeindre un vrai accompagnement du client. Voilà, en ayant un freinage qui se fait pas, parce que ton réservoir tu vas le plier à la première gamelle. C'est clair. Non, mais je comprends bien. Et j'ai le sentiment que nous on est plus serein parce que on est transparent au niveau des priorités de ce qu'il y a à faire, et le propriétaire de la moto aussi, en se disant je connais les défauts de ma moto et il y a des solutions pour en venir. Alors une chose qu'on avait lancée également, il y a de ça, on a arrêté par manque de temps, parce que les journées passent vite, c'était des ateliers de conseil d'achat d'une moto des années 70. Ça c'est bien ça. À l'achat, il y a plein de petits trucs que tu peux voir, des directions billets, aussi en compte du jeu. On n'y prête pas trop attention à l'achat parce qu'on se focalise sur le moteur, mais ça peut être d'un point de vue budget assez conséquent. On a arrêté par manque de temps et là on va relancer une formule d'atelier mécanique un peu plus approfondie sur une demi-journée pour faire en sorte que les amateurs de motos de cette génération-là comprennent leur moto. C'est-à-dire comment ça marche une soupape, comment on règle un jeu de soupape, non pas forcément pour qu'ils l'auraient, mais qu'ils comprennent le fonctionnement. Un bruit, un cliquetis, ça peut être ça. Et quand on leur parle... Pouvoir être alerte. Complètement. Et comprendre sa moto, tout simplement. C'est-à-dire, il y a des roulements de direction, ça peut se bier. Bien sûr. Ma fourche elle fuit, il y a des joints spi, donc dès qu'il y a un suintement, de se dire les joints spi fuient, il faut les changer, etc. Sûr. Je pense que c'est important parce qu'on prend plaisir à l'objet, mais aussi à comprendre son fonctionnement. Et ce qui est magique dans une moto en général, c'est ce millier de pièces qui travaillent de manière harmonieuse et équilibrée. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les générations actuelles, où le client se fait... Alors, je ne critique pas, les garages, ils ont des normes de sécurité, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais les clients qui se font baser et qui ne sont là que pour payer, ça me pose problème. Et c'est ça que j'aime chez toi, c'est que le client, il voit sa machine, il voit ce qui se passe. C'est beaucoup plus intime. Là, on a un client qui nous a confié sa Z900, c'est sa première et seule moto qu'il a jamais eue. Celle qu'il y avait c'est pas ça des années. Non, c'en est une autre, elle est en cours de remontage. Voilà, c'est une verte. Là, vous en avez une derrière. Et donc, il passe, on le prévient à l'ouverture moteur, on l'a prévenu, il a passé, on a pu faire le point sur les pièces qui étaient abîmées, cassées, etc. Il passe de temps en temps, ça lui permet de voir l'évolution de son moteur. Et ça, c'est génial. Ça fait partie du plaisir. Le client est content, nous aussi, parce que ça permet d'expliquer les choses aussi, parce que c'est toujours plus sympa de dire, tiens, t'as vu, cette pièce-là, elle est usée, on va la changer pour cette raison, pour cette raison. Je trouve que c'est le côté sympa. En plus, apparemment, tu as un acolyte... Oui. Christian, il maîtrise bien son sujet. Il maîtrise pas mal son sujet. À ce niveau-là, on n'a pas de souci, on est complémentaires. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait une belle équipe au sein d'un magasin qu'on en voit peu et qui manque. C'est pour ça que je voulais absolument vous emmener là et vous faire découvrir cette boutique. Et si vous voulez franchir le cap de l'ancienne, c'est ici que ça se passe, les enfants. Ça ne peut pas être ailleurs. Et une dernière question. Dis-moi tout. À ton avis, dans 30 ans, dans 50 ans, puisque le 4x4 va fêter ses 50 ans bientôt, tu penses qu'on trouvera les 1300 Hayabusa qui fonctionneront pareil ou tu n'y crois pas trop? Oui et non.
J'y crois parce qu'on ne peut pas se projeter dans 30-50 ans. Dans 30-50 ans, on sera que sur des motos électriques. Parce qu'on n'est plus sur les mêmes matériaux de fabrication voilà. de celles-ci par rapport aux moteurs d'aujourd'hui. Mais dans 30-50 ans, on se dira, putain, mais le moteur à explosion, c'était quelque chose de magique. Ouais, c'est clair. Voilà. Et de se dire, mais putain, les mecs, ils roulaient là-dessus, il y avait de l'essence, ça explosait dans un moteur et tout. Et donc, il y aura, je pense, la collection viendra de l'intérêt des moteurs à explosion et de l'évolution. Et la Yabusa, elle sera très recherchée. Ce sera le même phénomène que les motos des années 70. Qu'on en trouvera encore? Je pense qu'on en trouvera encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des collectionneurs qui les ont achetés, ouais. qui les préservent. Et il y en aura, les premières générations seront les plus recherchées, parce que c'est toujours la première version sortie qui sera recherchée. Et il y aura un groupement de passionnés qui cherchera à maintenir le moteur à explosion sur ces... Et tu te rends compte, à l'époque, ils roulaient sur des moteurs à explosion. C'est eux qui freinaient, il n'y avait même pas d'anti-blocage, il n'y avait même pas de radar, de rotor stator anti-chute, etc. Ouais. Mais c'était des fous. C'était des fous. Dans 30-50 ans, c'est ce qu'ils se diront. C'est fort probable. En plus. Et il y aura des passionnés qui diront, bah, attends, moi j'ai la première R1. Moi j'ai la première Hayabusa, la première moto qui a pris 300 km/h, elle est entièrement d'origine. Regardez. Tu vois, et je pense qu'il y aura cette dynamique-là aussi. Est-ce que les matériaux auront vieilli de la même manière? Est-ce que les machines auront vieilli de la même manière? Ça, je ne peux pas te le dire. Quand on voit des 1000 CBR des années 90, où tu en retrouves aujourd'hui qui sont belles, mais tu vois qu'il y a un jeu dans les plastiques pas possible, c'est une bécane qui a 20 piges. Quoi. Voilà. Le gros point d'interrogation, il est là, c'est-à-dire comment vont le vieillissement des matériaux. Alors qu'on voit sur les machines que tu as dehors, elles sont là, quoi. Ouais. Mais on peut faire de la science-fiction à ce niveau-là. Parce que là, on se dit aussi, mais putain, dans les clients qui roulent sur moderne, ils disent, mais ils roulaient avec ces freinages sur la route. C'est des malades. Et il y en a, ils faisaient frotter les carters sur des 4 pattes. Et là, tu te dis, mais comment ils faisaient, tu vois? C'est clair. Et on peut, repousser ça, remettre ça dans 30-50 ans et se dire, il y aura d'autres références. Mais voilà, donc moi, je pense qu'il y aura toujours un cœur de passionné parce que la passion, elle traverse le temps. Et ça, il y en aura toujours. Et la passion, ce qui est important dans tout ça, c'est vrai que ce sont de beaux objets, etc. Mais c'est surtout la passion qu'ils arrivent à faire ressortir auprès des gens et qui fait qu'il y a un partage, non pas simplement d'un intérêt purement mécanique, mais d'une passion, parce que c'est quoi la moto? C'est la liberté, c'est des sensations, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est très important. Et ben merci de faire perdurer cette belle alchimie entre merci à toi, les Alex, motos et les passionnés. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Allez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Moi, je vous fais un gros cœur pour mes filles et puis surtout pour vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous.